une opération qu'on a menée en partenariat avec les centres sociaux et toutes les structures capables de repérer, des structures qui connaissent déjà ces familles-là. Et puis, l'idée, donc c'est une opération qui va se mener sur 1 an. L'idée, c'est d'avoir des gens qui travaillent dans les bibliothèques et dans les centres sociaux et qui vont être formés par des formateurs du Salon du livre et de la presse jeunesse, qui vont être formés à accompagner ces familles. Voilà, donc par des choix de livres, il y a des lots de livres qui vont être achetés, qui vont être déposés dans les centres sociaux. Et puis, le projet comprend aussi l'idée que les familles auront des chèques livres, donc qui seront accompagnés pour pouvoir les aider dans le choix d'achat de livres. Il y a aussi une sortie prévue à un salon du livre. Voilà, donc c'est tout un accompagnement qui va se faire sur l'ensemble de l'année. Alors, si mes souvenirs sont bons, je pense que l'opération des livres à soi doit être faite sur 2 années. D'ores et déjà, il y a 40 familles qui ont été repérées sur Albertville et Ugine, donc on est quand même très satisfait du nombre de familles qu'on va accompagner. Voilà, donc c'est une opération qui est intéressante à plus d'un titre, d'abord pour l'objectif, aussi pour le partenariat qu'on a créé avec toutes les structures du territoire qui ont été vraiment qui ont été très partantes et qui ont participé activement à cette opération et qui sont partantes aussi pour un accompagnement partiel des familles. Voilà, donc ça va être un gros travail qui va mobiliser plusieurs personnes de l'ensemble de l'équipe parce qu'il va y avoir la coordinatrice du réseau, mais il va y avoir aussi toutes mes collègues qui travaillent essentiellement sur les pôles jeunesse des 2 bibliothèques, Albertville et Ugine. Voilà, donc ça va être un de nos axes de travail. Et puis l'autre axe de travail, j'ai perdu la page, et pas des moindres, c'est l'informatisation des bibliothèques, puisque nous, on avait un logiciel vieillissant, donc on est parti pour un changement de logiciel et de site. Et bien sûr, nous avons associé les bibliothèques du territoire, celles qui étaient partantes pour le projet. Donc, aujourd'hui, il y a 11 bibliothèques du territoire qui veulent bien s'associer à ce projet-là. L'intérêt, c'est que ce sera un outil de travail commun qui permettra aux bibliothèques d'avoir une visibilité sur le site. Donc, certaines sont déjà équipées d'un site, mais dans les 11 bibliothèques, il y en a qui ne sont pas du tout informatisées. Et puis, ça nous permettra d'avoir un catalogue de ressources commun. Voilà. Et bien sûr, c'est une solution évolutive donc, qui permettra aux bibliothèques qui ne sont pas partantes pour le moment de pouvoir intégrer ce système par la suite. Voilà, donc là, nous sommes en cours de dépouillement. Donc, il y aura tout l'aspect choix et installation du logiciel et une politique commune à mettre en œuvre, notamment sur l'exploitation du site. Pascal, tu as des délais un petit peu entre la fin du dépouillement et puis, on va dire, les premières… Alors là, pour tout dire, l'idée, ça serait qu'on ait une réunion, c'est Jenny? Oui, tout à fait. Parce que je ne te vois pas, mais j'ai reconnu ta voix. L'idée, ça serait qu'on ait une réunion où les candidats, on a 6 candidats qui ont répondu. L'idée, ça serait qu'on ait une réunion et qu'on convie les 6 candidats à une présentation du logiciel. D'accord.
Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais mettre en place en décembre, sauf que voilà, j'ai fini le marché d'acquisition de documents et voilà, j'ai pas pu me mettre comme je voulais sur le marché informatisation. Donc, je vais envoyer des dates pour janvier parce que là, décembre, avec la trêve de Noël, je pense que c'est un peu râpé. Voilà, donc bien sûr, les bibliothèques du territoire seront, même si les bibliothèques qui sont partantes pour le projet ne sont pas forcément toutes présentes à cette présentation de logiciels, les bibliothèques du territoire seront bien sûr associées à ce moment-là. Ok, merci. Vous me permettez de prendre vous m'entendez tous? Non. Ah. Je me permets de compléter. Ce projet de mise en réseau informatique, ça peut, et ce sera au choix justement de la commission, et puis ça peut être un des actes de travail pour les années qui viennent, mais ça peut être prémisse à une mise en réseau un peu plus profonde des médiathèques intercommunales et puis des médiathèques locales, communales. Et on peut imaginer à terme d'aller un peu plus loin dans l'intégration, chacun conservant son autonomie, bien entendu, mais avoir un catalogue commun, c'est le premier pas. Après, on peut imaginer, pourquoi pas, une carte d'accès commune. On peut imaginer des animations communes qui se déplaceraient. Enfin, l'outil informatique va être le prémisse et va être l'outil à développer le réseau au-delà d'un simple outil et faire vraiment émerger un vrai réseau de lecture publique à l'échelle d'Arlisère et non plus à l'échelle de 2 médiathèques intercommunales et de médiathèques communales qui, pour l'instant, alors, mis à part le réseau qui existe dans le Beaufortin, mais pour les autres médiathèques communales, ils sont plutôt un petit peu isolés. Et l'idée, c'est vraiment si c'est le choix de la commission, mais en tout cas, l'une des pistes, ça peut justement d'aller vers la mise en réseau et un vrai travail à l'échelle d'Arlisère sur la lecture publique. On a parlé tout à l'heure du réseau Levé l'encre. C'est vrai que ou des livres à soi, pour l'instant, on se contente, entre guillemets, on se contente d'aller sur les territoires urbains, mais sans doute, il y aurait-il un travail à faire aussi sur les territoires ruraux. Voilà. Et donc, ces outils informatiques, il faut qu'on s'en serve comme un outil et comme un aiguillon qui nous incite à développer la politique du lecteur public à l'échelle de toute la Enfin, voilà. C'est un des axes qu'on peut imaginer pour le prochain mandat. Pierre, je pense oui, tu as entendu, Pascal, ce que disait Fabien? Oui, j'ai entendu les précisions qu'il a amenées, oui. Bien sûr, je partage complètement ce qu'il a dit. Peut-être pour prolonger son propos, même si je sais effectivement qu'il y a des actions qui sont menées en direction des bibliothèques, on va dire, municipales, est-ce que tu penses que la difficulté par rapport à certaines bibliothèques, c'est parce qu'elles sont isolées, qu'elles tournent qu'avec des bénévoles et qu'il n'y a pas de professionnels dans ces bibliothèques? Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi qui es au plus près du terrain. Comment on pourrait améliorer, comme le disait Fabien, notamment bien sûr avec l'outil informatique, mais pas seulement. Comment on pourrait améliorer le lien entre les différentes bibliothèques et médiathèques du territoire? Est-ce qu'il y a d'abord il y a une demande de la part de ces bibliothèques rurales, on va dire, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Est-ce qu'il y a une demande de ces bibliothèques et des responsables pour aller plus en avant dans la mutualisation et le travail en commun? Il y a une demande. Alors, il y a une demande de certaines bibliothèques. Après, c'est vrai que c'est assez hétérogène. Il y a des bibliothèques qui ne sont pas du tout demandeuses et effectivement, c'est aussi parce que ce réseau de bibliothèques rurales, et je suis bien d'accord que ce n'est pas péjoratif, effectivement, c'est parce que ça repose sur des bénévoles, donc l'implication est très différente et du coup, oui, ça fait des demandes qui sont assez variables suivant les bibliothèques et les bénévoles. Après, bon, ces bibliothèques rurales, elles ne sont pas totalement démunies parce qu'elles sont accompagnées pour le moment par Savoie Biblio, la bibliothèque départementale. Donc, c'est vrai que notre domaine d'intervention sur les bibliothèques rurales,
il est très variable et d'autant plus qu'elles ne sont pas totalement démunies, quoi, parce que Savoie Biblio propose non seulement des prêts de documents, mais peut proposer aussi des animations clés en main à ces bibliothèques. Bon, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément les moyens, les moyens de satisfaire toutes les bibliothèques du territoire. Voilà, donc pour le moment, ce sont les missions de Savoie Biblio. Après, on travaille avec les bibliothèques du territoire, avec certaines, et notamment sur la manifestation littérature voyageuse. Voilà, donc là, on doit être avec 7 ou 8 bibliothèques avec lesquelles on travaille, où il se passe des choses, où on propose des rencontres. Bon, ça a permis de tisser des liens, mais c'est vrai qu'il reste un petit peu informel et voilà, ça donne l'occasion sur des actions ponctuelles de travailler ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Oui, moi je pense que c'est un premier pas vers effectivement un réseau possible de ces bibliothèques du territoire, enfin bibliothèques et bibliothèques du territoire. Ça demandera du temps, mais ces bibliothèques rurales qu'on évoquait, du coup, pourraient bénéficier du double accompagnement de Savoie Biblio et du réseau d'Arlisère. Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va être très important. Comme le disait Fabien, ça va être l'informatisation. Et après, encore une fois, les bibliothèques qui s'associent au projet, c'est bien. Et puis celles qui prendront le train en route, ça sera bien aussi. Voilà, quoi, il n'y a aucune obligation. Mais du coup, le site, je pense, est très important parce que ça va leur permettre d'avoir d'offrir une visibilité de leur structure. Et ça, mine de rien, c'est déjà une reconnaissance en matière de communication qui est quand même très importante, quoi. Et le fait qu'il y ait un site commun et que toutes les bibliothèques puissent avoir leur page, l'icône, l'onglet, enfin peu importe, quoi, avec les horaires, avec l'accès, avec ça, moi je pense que c'est quelque chose qui va être très, très important et qui va permettre d'afficher leur existence. Alors il n'y a pas que ça, mais mine de rien, je pense que c'est très important. Ok, merci. Pour en revenir à Savoie Biblio, juste, je pense qu'on peut dire en creux dans l'intervention de Savoie Biblio, c'est petit à petit, on a l'impression qu'ils vont essayer pas de se désengager, mais en tout cas de laisser la main aux médiathèques intercommunales comme tête de réseau, et Savoie Biblio venant en support de ça. Et on a plutôt l'impression qu'ils vont essayer de se désengager au profit des médiathèques intercommunales. C'est un petit peu le fil conducteur qu'on peut ressentir au fil des discussions, même si ce n'est pas formalisé, mais voilà, il faut être vigilant à ce point-là et pas qu'ils se désengagent des médiathèques au niveau local. Il ne faut pas qu'ils se désengagent avant qu'on ait mis quelque chose. Surtout pas, voilà. Et si on est amené à prendre le pas, il faut qu'ils nous accompagnent parce que ce n'est pas les mêmes. Ah bah, tout à fait. Ben oui, puis comme le mentionnait Juliette, là, effectivement, l'offre de Savoie Biblio pour les bibliothèques rurales, elle est excessivement riche, quoi. C'est une offre de documents, mais c'est une offre d'animation, c'est une offre d'exposition, c'est une offre de formation. Donc, c'est sûr qu'il faut, il faut pas qu'ils se désengagent parce que nous, on n'est pas en capacité, de toute façon, à fournir ce que fournit actuellement Savoie Biblio, quoi. Oui, je voudrais mentionner à Pascal, comme nous l'avons fait pour le Dôme il y a peu, il y a une commission parallèle à la nôtre qui s'appelle Smart Aglo et qui est en train de travailler à l'heure actuelle sur un dispositif double de visioconférence possible entre les 39 communes d'Arlisère, mais aussi de bornes interactives qui comprendra à la fois les services de la communauté Arlisère et les services des communes.
Et ce dispositif qui, au départ, a été prévu plutôt pour des vocations administratives, en fait, évolue vers un dispositif qui permettra également la diffusion des services communautaires à toutes les communes et donc potentiellement le Dôme, les Amis du cinéma, la médiathèque, les médiathèques qui sont les services communautaires pourraient s'en servir. Le responsable est Hervé Bernaille, vice-président, et le technicien qui travaille dessus, Stéphane Ruot. Et je pense que ça peut être intéressant pour les médiathèques. Oui, alors c'est vrai que j'ai vu passer des mails sur l'existence de cette commission. Bon, là, j'avoue que j'ai pas, pour le moment, j'ai pas tout suivi, mais oui, j'étais au courant. Ouais. Ouais. Pascal, c'est moi, j'ai une question. Au niveau des prêts, par exemple, quand vous nous dites qu'on va être attaché à Albertville, quand les gens vont venir faire des prêts, par exemple, moi je suis de Sainte-Hélène, à Sainte-Hélène-sur-Isère, est-ce qu'ils vont pouvoir aller poser leurs livres à Albertville ou inversement? Ah ben là, il faudra qu'il y ait une décision qui soit prise de vrais réseaux constitués, quoi. Pour le moment, c'est ce qui se passe, par exemple, entre Albertville et Ugine. Donc, on peut prendre un endroit et déposer dans l'autre. Après, je pense, moi, j'ai mon vœu pieux. Non, mon vœu, c'est effectivement d'aboutir à ça. Ça serait bien sûr une des vraies fonctions de bibliothèque en réseau. Mais moi, je n'ai pas le… L'idéal, ça serait de pouvoir arriver à ça. Par contre, ça demandera une organisation derrière qui, pour le moment, voilà. Parce qu'avant, la Bibliobus faisait ça un petit peu. Ils vont venir chercher les livres et tout ça. Et maintenant, on se déplace parce qu'ils ont enlevé tout ce qui est histoire de transport, de camions, de ça, parce que ça coûtait très cher. Oui, ça, c'est la bibliothèque départementale. Oui. Donc, voilà. Et juste pour rajouter un petit peu, la bibliothèque départementale, elle passe tous les mois. Il y a une navette de la bibliothèque départementale qui vient tous les mois dans les communes. Oui, oui, mais c'est la forme qui a changé. Parce que c'est vrai qu'il fut un temps, ils avaient des bibliobus. Mais là, disons que c'est pour les bibliothèques et ensuite les usagers viennent à la bibliothèque. Ça fait voilà, intermédiaire. Oui. Voilà, oui. C'est l'évolution des… Voilà. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non. Alors, juste quelques mots donc, du réseau du Beaufortain et du Val d'Arly. Il y a donc un coordinateur, c'est un poste à plein temps, un coordinateur de réseau pour ces deux territoires. Donc, il couvre 5 bibliothèques dans le Beaufortain, Arèche-Beaufort, plus Villars et Caige, et 5 bibliothèques dans le Val d'Arly, donc Révolant, Flumet, La Giette, Notre-Dame-de-Bellecombe et Saint-Nicolas-la-Chapelle. En quelques mots sur le Beaufortain, donc sur ces 5 bibliothèques, c'est un véritable réseau qui est déjà constitué, donc un réseau informatisé avec des échanges et des circulations de documents. Donc, c'est ce que vous posiez comme question de Sainte-Hélène. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà effectivement dans le Beaufortain. Et puis, des temps forts en matière d'animation. Et là, je pense que les gens du Beaufortain pourraient effectivement parler ils participent activement aux littératures voyageuses que nous, on propose, mais ils participent activement aux animations que propose Savoie Biblio, notamment Chemin d'étoiles, le prix Rosine Perrier, quoi d'autre, Juliette? Aussi pour les tout petits, comment ça s'appelle? C'est Première page. Première page, oui. Voilà. Et le film doc, c'est Chemin d'étoiles maintenant, ça s'appelle comme ça. On est aussi quelques-uns à participer à la Vache qui lit. Oui. Et puis à profiter activement. Nous, on a un système spécial. On est plusieurs bibliothèques dans le Beaufortain. Je crois que tout on est dans ce cas-là. À avoir un échange annuel avec Savoie Biblio qui nous permet d'échanger un très grand nombre de livres en une fois par an. Donc d'avoir une offre qui se renouvelle de façon conséquente pour les usagers.
Et puis, donc pour les autres activités en commun, il y a aussi des choses qui sont plus locales, comme des échanges entre nous d'animation. Il y a des choses qui tournent. Et je ne sais pas où on en est là, mais avant, on avait la possibilité à Savoie Biblio d'échanger des activités, des expositions ou des supports pour tout ce qui est animation. On avait la possibilité de les emprunter sur le Beaufortin. Ensuite, elles tournaient sur le Beaufortin sans qu'on ait à chaque fois à les ramener, etc. Donc, il y avait un réseau qui était très actif à ce niveau-là. Bon, c'est vrai que sur le Beaufortin, vous avez une grosse pratique de travail en commun. Voilà, alors c'est un peu ça qui nous a... Disons que le poste qui est maintenant à Virginie a particulièrement... a été réduit de presque la moitié de son temps. Et c'est vrai que ça se sent. Il y a des activités qu'on ne fait plus, des choses qu'on ne fait plus. On a été obligé de se réorganiser complètement. Les bénévoles ont de très nombreuses responsabilités qui font fuir certains. Donc il y a des villages qui ont perdu pas mal de bénévoles parce que le travail devenait très administratif et très compliqué. Mais du coup, est-ce que ça se sent dans le fonctionnement des bibliothèques? Par exemple, vous avez été obligé de réduire des heures d'ouverture, de faire moins d'animation? Pas dans les heures d'ouverture, non, mais dans les animations, l'offre est moins variée. Il y a des choses qu'on ne fait plus parce qu'on ne se sent pas capable, ou l'envie, ou la motivation, ou parce que c'est trop de travail de prendre ces choses-là en main. Il y avait, par exemple, beaucoup de choses sur le prix Alterado qui ne se font plus. Ça s'est tombé à l'eau, des choses comme ça, par exemple. Bon, après, il faudra voir un peu dans la durée parce que la nouvelle personne qui a été recrutée, Virginie, elle a commencé juste après le confinement. Donc, ça a quand même été une année où il ne s'est pas passé grand-chose en matière d'animation. Ça a été compliqué pour tout le monde. Après, j'entends ce que tu dis. Bon, il faudra voir dans la durée, je pense aussi. Après, au niveau des animations, par exemple, Alterado, c'était déjà tombé à l'eau du temps de Cathy, hein, parce qu'il y avait un problème de temps, il y avait un problème de disponibilité, et c'était plus possible, en fait. Ouais. Alors, Alterado, je ne sais pas si c'est vraiment... est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un dysfonctionnement au niveau des bibliothèques de Savoie Biblio? Enfin, bon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais chez nous, ça n'a pas... Enfin, il me semble qu'on ne l'a pas fait cette année, quoi. Mais on aura l'occasion d'en reparler, Juliette. C'est un exemple, hein, simplement, mais c'est clair que le fait qu'elle ait moins de temps, avant, Anne-Marie faisait des permanences, par exemple, dans tous les villages, il y avait moyen de se rencontrer davantage, d'échanger davantage, et maintenant, c'est uniquement du travail de réseau. En fait, elle passe, on ne la voit pas, c'est une façon de fonctionner qui est c'est tendu, quoi. Donc, c'est uniquement dans l'utile, il n'y a pas moyen de discuter pour mettre en place des choses, on n'a pas de temps prévu pour ça. Ok. Nous, ça nous manque. Soyons clairs, c'est une des demandes dans le Beaufortin. On a une espèce de commission culture dans le Beaufortin et la demande, c'est que le poste soit rétabli sur un temps plein. J'ai encore eu un mail tout à l'heure de quelqu'un qui me demande de vous faire parvenir cette demande. Ok. Vous en discutez au niveau Beaufortin. C'est bien. Oui. Après, il ne faut pas créer non plus des États dans les États. Hein. Mais vous pouvez, bien sûr, vous avez toute liberté pour en discuter. Et puis, faites-nous remonter avec Pascal. Vous aurez suffisamment de recul pour nous donner des informations. On regarde le problème. Mais il y a eu déjà des échanges de courriers à ce sujet quand la diminution horaire a été décidée. Avec l'ancienne commission culture d'Arlisère. D'accord. Bon, on regardera ça avec Pascal. Oui. Merci. Alors après, donc juste quelques mots sur le Val d'Arly. Donc là, par contre, il n'y a pas cette notion et ce fonctionnement en réseau comme il peut exister dans le Beaufortin. Par contre, on travaille essentiellement pour le moment avec Saint-Nicolas-la-Chapelle et Notre-Dame de Bellecombe sur les littératures voyageuses. Bon, je sais qu'ils participent aussi aux animations proposées par Savoie Biblio. Et il y a il y a Notre-Dame de Bellecombe, éventuellement Saint-Nicolas-la-Chapelle, qui sont
intéressés pour la réinformatisation. Voilà. Donc, pas de réseau, mais deux bibliothèques actives. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Bon. Merci, Pascal. Eh bien, merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, Pascal. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien, après la lecture publique, on va passer au cinéma. Je vois Jean-Paul Vassot qui est présent. Je ne sais pas si Mélanie est par là. Oui, Mélanie est là aussi. C'est bon. On vous voit tous les deux. Très bien. Voilà, merci d'avoir patienté. C'est pas grave, c'est bien. On a appris des choses. Et donc, je vous laisse présenter votre structure. Notre structure. Ça va se passer en 2 temps. Mélanie, si tu peux partager la présentation, s'il te plaît. Oui, je voulais juste d'abord me présenter. Je te laisse faire. Bah, oui. Ah. Attends. Est-ce que ça marche? Ah, bon, attendez. Justement, j'allais partir sur la présentation. Oui, moi je vois. Je ne sais pas si tout le monde le voit. On voit. Ok. C'est bon, on voit. Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, je me présente. Je suis le président des Amis du Cinéma, Jean-Paul Vassot. Mélanie, la directrice des Amis du Cinéma, se présentera aussi après parce qu'elle est directrice depuis pas très longtemps. Donc la présentation se fera en 2 temps. Je présente l'association et Mélanie, en tant que directrice, présentera le fonctionnement. Donc, l'association a débuté en 1949. On a fêté les 70 ans l'année dernière. Bon, on va dérouler très vite les transparents pour qu'on puisse avoir des discussions après. Bon, en 65, il y a l'ouverture du cinéma à Eugene. 80, renouvellement de l'association avec la création d'un poste d'animateur à mi-temps. En 82, on est classé à réessai. 91, il y a eu une première rénovation du Champ de Clair. En 93, l'ouverture du Dôme Cinéma dans le Dôme. En 99, création d'un poste de chargé culturel, s'il te plaît. En 80... 2000. Oui. Ah, c'est les années 2000. 2000, ouverture du second écran au Dôme Cinéma, c'est-à-dire qu'il y avait au Dôme, au début, il y avait la salle de cinéma et une salle de vidéo. La salle de vidéo n'étant pas utilisée régulièrement, on l'a utilisée en tant que cinéma. En 2002, donc, un nouvel écran a été créé à Eugene. En 2006, tous les cinémas ont été transférés à la Chorale. En 2012, nous avons racheté, les Amis du Cinéma ont racheté le fonds de commerce du Gambetta. Et on a créé aussi un poste de médiation culturelle. Donc, on reparlera de ça, du Dôme Gambetta. En 2017, on a transféré, donc la compétence chorale a été transférée à l'agglomération d'Arlysère. En 2018, nous avons repris, les Amis du Cinéma ont repris avec l'accord d'Arlysère les cinémas de Moutier qui s'appellent le Rex et de Brie le Doron. Comme je vous l'ai dit, l'association a fêté 70 ans l'année dernière. Et puis cette année, c'est une année très particulière parce qu'on a pour la première fois depuis 1949, on a eu des fermetures de salles à 2 reprises. Donc ça, c'est exceptionnel. Et dans le monde du cinéma, c'est la première fois que les salles ferment. Si tu peux changer, Mélanie, s'il te plaît. C'est bon. Voilà, très bien. Donc, les missions de l'association, c'est un accès à la culture pour tous, éducation laïque, solidarité, citoyenneté. Donc, on reprend systématiquement l'article 1 du statut qui date depuis 1949, qui est de mettre le cinéma à la portée de tous et utiliser cette force culturelle au mieux des intérêts intellectuels, sociaux et matériels de la population. Donc, les objectifs de l'association, c'est animer et faire vivre les cinémas de proximité
avec une programmation sur mesure. On nous a souvent dit qu'on faisait une programmation de dentelle. On préserve et on soutient la diversité de l'offre de films. On soutient le cinéma d'auteur. On participe à la formation des publics, notamment du public jeunesse. On met en œuvre des projets culturels qui sont très souvent ambitieux envers tous les publics, entre deux, c'est la maternelle, les crèches jusqu'à 102 ans. Donc, on fait des ciné-goûtés, des thés ciné et autres. Mélanie reviendra dessus. Et on participe à l'aménagement culturel du territoire. Donc, on essaye d'être des lieux de découverte favorisant la réflexion et la création d'un lien social. Si tu peux, voilà. Alors, notre structure, là, vous voyez que c'est une structure donc, avec des bénévoles et des professionnels. Il y a un conseil d'administration dont je suis le président avec un bureau. Le conseil d'administration, on est 24. Il y a des personnes, bien sûr, d'Arlisère et d'Ugine qui font partie du conseil d'administration. Notre directrice, Mélanie. Il y a donc le pôle administratif, il y a aussi Valérie Trasbeau et un agent administratif. Donc, je ne détaille pas cette structure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 21 personnes avec 17 équivalents temps plein. Donc, c'est quand même une structure assez conséquente. Voilà. 21 salariés, ouais, 17,5 équivalents temps plein. Je ne vois pas à côté. Attends, voilà. Bon, maintenant, je laisse la parole à Mélanie. Vous pouvez nous interrompre et poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour vous répondre. Donc, Mélanie, à toi de jouer. Merci. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Jusque-là, non. Très bien. Alors, je vais faire une petite présentation du mécanisme du billet de cinéma, parce qu'après, je vais vous reparler un peu dans les financements, notamment de la TSA. Donc, en fait, un billet de cinéma, ça se décompose en plusieurs parties, dont celles qui vont nous intéresser. Vous avez vu, il y a la TVA, la taxe, une taxe aussi sur la musique, la SACEM. Et nous, nos deux parties qui nous intéressent, ce sont la TSA, donc qui représente 10,7% du billet quand même, et la partie salle de cinéma, donc celle qu'on récupère, qui sont nos recettes. Le prix moyen du billet des Amis du cinéma, c'est 5,84 €. Donc, c'est en dessous de la moyenne nationale qui est de 6,64 €. Et en fait, la part qu'on récupère sur ce ticket vendu, c'est de 2,33 €. Donc, autant vous dire qu'il faut quand même en vendre un certain nombre pour arriver à un équilibre économique. La taxe spéciale additionnelle, la TSA, donc c'est la part de 10,7%. Cette taxe spéciale additionnelle, elle sert non seulement à financer, en fait c'est une forme d'épargne qui remonte au Centre national de la cinématographie et qui va soutenir l'ensemble du système financier cinéma. Donc en fait c'est vraiment un soutien qui est généré par les salles de cinéma et qui va ensuite être reversé, vous le voyez, tant aux salles de cinéma qu'aussi à la production des films. Et donc, c'est un soutien aussi pour les auteurs et le cinéma français. Donc, cette taxe, en général, les Américains, par exemple, qui font 50% de notre marché, ne l'aiment pas du tout. Et c'est ce qu'ils essayent actuellement, l'État et le gouvernement, de mettre en place avec les plateformes, dans le sens où l'idée, c'est que ce soit les plateformes contribuent pour partie avec une taxe au financement de tout notre système cinématographique, mais aussi télévision et autres. Donc, c'est une bagarre de la TSA qui a été mise en place à l'époque par De Gaulle et Malraux en 1949. Donc, nos recettes budgétaires, vous le voyez, elles sont à 82% générées par la billetterie et la programmation. Alors, j'ai mis une part programmation, en fait, parce que, donc là, vous avez la recette des confiseries. Et ici, c'est la subvention à réessai. Donc, c'est pour ça que je parle d'une partie de la recette qui est générée par la programmation. En fait, nos salles, le cinéma Chanteclair et le Dôme Cinéma sont classés à réessai. En ce sens, on reçoit des subventions. Et en fait, c'est tout lié à notre travail de programmation et d'animation de la salle.
Voilà, donc en fait, alors on a volontairement mis les deux cinémas représentés, donc la délégation de service public, donc qui concerne les cinémas d'Ugine et d'Albertville, donc le Dôme Cinéma et le Cinéma Chantecler, et on y adjoint le Dôme Gambetta. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est en délégation de service avec Arlisère au niveau du Chantecler et du Dôme Cinéma, et donc là, il y a une subvention fixe qui nous est versée annuellement de 115 000 €. Au niveau du Gambetta, on demande, comme ce cinéma reste déficitaire selon les années plus ou moins, mais c'est un cinéma qui est déficitaire et du coup, par ce biais et par le biais de la loi Sueur, on demande une aide et une subvention pour équilibrer le budget. Donc, c'est pour ça que enfin, voilà, c'est une gestion privée, le Gambetta, qui n'est pas directement liée à Arlisère, mais comme il y a une part qu'on réclame au niveau de la subvention loi Sueur, on vous a présenté la répartition des recettes pour l'ensemble des établissements Eugine Albertville. Donc, sur les charges, c'est là qu'on retrouve la part distributeur. Vous voyez qu'au niveau des charges, il y a 32% qui remontent en fait au distributeur. Donc, nous, c'est un partage de recettes. Donc, quand on négocie les films, on négocie à 50% le taux de location. Après, il peut légèrement diminuer en fonction de la durée d'exploitation du film. Mais il faut savoir que cette recette qui remonte au distributeur, elle va lui servir autant à la promotion des films, à l'achat aussi des droits d'auteur, etc. Mais elle va aussi remonter à la production. Voilà, donc c'est pour ça que en fait c'est tout un écosystème et c'est vraiment un ensemble c'est pas uniquement l'exploitation en bout de chaîne, mais on est assez interdépendant des autres. Je n'arrive pas, je vais encore me trouver le mot. Des autres secteurs. Les structures, les distributeurs, tout ce qui intervient dans le monde du cinéma. Parce que le monde du cinéma, comme disait Mélanie, il y a la location de films. Et dans cette location de films, eh bien, on est dépendant des distributeurs, on est dépendant de ces gens-là essentiellement. Et puis, on a, comme disait Mélanie, plusieurs charges, comme vous pouvez voir, donc les assurances, l'amortissement, la masse salariale, tout ce qui est entretien et ainsi de suite. Tu veux reprendre, Mélanie? Oui. Voilà. Voilà, donc vous êtes notre principal partenaire financier, puisque là, vous représentez dans les recettes 10% de nos recettes et après, les autres parts sont beaucoup moins importantes. Alors, le fonctionnement... J'ai un écho de moi-même, donc j'ai cru qu'on m'interpellait, pardon. Ouais. Le fonctionnement des cinémas du bassin albertvillois, c'est donc 3 cinémas, donc le cinéma Chantecler avec 2 écrans, le Dôme Gambetta qui est un mono-écran et le Dôme Cinéma avec 2 écrans, donc 3 cinémas, 5 écrans et sur l'ensemble des 3 exploitations, c'est 365 jours de fonctionnement de l'activité. Donc ça, c'est une vraie particularité de notre secteur d'activité. Donc une activité continue avec des contraintes, bien sûr, qui sont inhérentes à cette activité continue. Donc après, il s'agit de trouver l'équilibre entre un fonctionnement non-stop avec des plages horaires sur des journées qui peuvent aller quand même de 8 h du matin quand on accueille des scolaires jusqu'à 20 h, enfin voilà, jusqu'à minuit passé selon la durée des films, avec une équipe qui reste assez restreinte vu qu'on gère différents lieux. En fait, on est aussi sur... voilà. Et l'idée, à travers tout ça, c'est quand même d'assurer une activité économique qui soit à peu près... voilà, qui soit le moins coûteuse possible pour les collectivités et surtout qui propose vraiment un projet culturel ambitieux. Donc, ce projet culturel, on l'a développé vraiment, comme vous l'avez vu, avec l'arrivée du poste de chargé d'action culturelle dans les années 2000. Et c'est quelque chose qui s'est fortement développé sur les 20 dernières années.
Donc, l'idée, c'est d'offrir toutes les semaines une programmation diversifiée avec l'identification des films, la négociation. Donc, on négocie chaque semaine, comme je vous parlais tout à l'heure, des taux de location, par exemple, avec plus de 50 distributeurs. Le fonctionnement quotidien de nos 5 cinémas, c'est aussi techniquement tout ce qui est préparation des projections, gestion des films, des KDM, de l'affichage, de l'entretien du matériel et des salles. Et c'est une planification assez complexe des temps de travail du personnel, puisque voilà, il faut gérer entre la variabilité des horaires de travail qui se fait en fonction du nombre de séances et de la durée des films, chose qui n'est jamais identique d'une journée à l'autre. L'administration de l'activité, c'est aussi la gestion du personnel, la comptabilité. Donc ça, c'est le poste de Valérie qu'on vous évoquait tout à l'heure, qui est occupé par Valérie Trasbeau, les demandes de subventions, la facturation. Donc la facturation, c'est des quantités de factures assez impressionnantes, puisque en fait, chaque film programmé génère plusieurs factures. Les comptes rendus, les bilans, déclarations de recettes au CNC ou la gestion de la billetterie. Le travail d'action culturelle, c'est vraiment un travail approfondi, comme je vous le disais, qu'on mène depuis plusieurs années, autour de l'accompagnement des films. Bien sûr, nous, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les films. Et puis surtout, on fait beaucoup d'éducation à l'image depuis ces 20 ans. Alors, c'est du coup des relations avec 40 partenaires différents, que ce soit les associations, les structures culturelles partenaires, comme la médiathèque, le Dôme Théâtre ou encore l'école de musique. Des structures sociales ou encore des partenaires privés comme les CE ou les services des collectivités et plus de 60 établissements scolaires avec qui on travaille, ce qui génère vraiment beaucoup de nombreux échanges, de réunions et de préparation. Et pour ça, on a 2 postes à temps plein, donc une chargée d'action culturelle et un poste de médiatrice qui aussi œuvre beaucoup sur l'éducation à l'image. La promotion quotidienne aussi de nos actions et de la programmation. Donc ça, c'est tout le travail de communication qui est très conséquent puisqu'on doit le renouveler toutes les 3 semaines. Et voilà, nous, c'est un programme à faire toutes les 3 semaines avec aussi accompagner tous les événements qu'on fait. Donc, mettre à jour aussi après tout ce qui est réseaux sociaux, gestion des sites Internet ou encore newsletter. C'est un travail conséquent qui prend de plus en plus de temps. La vie associative aussi, bien sûr, les réunions de bureau, du conseil d'administration, de la commission d'animation pour les bénévoles qui veulent s'impliquer un peu plus en amont sans être forcément dans des charges administratives, ou encore la préparation de l'assemblée générale. Alors, notre activité en quelques chiffres, c'est 18 films par semaine à l'affiche. Donc, comme je vous le disais, 62 distributeurs différents, ça c'est les chiffres de 2019. 84 animations tout public en salle autour des films et plus de 150 films accompagnés. Et donc, comme on vous l'a montré, on est sur des volontés aussi de défendre nos réalisateurs, qu'ils soient locaux, français, ou proposer de la diversité qui peut se produire dans le monde, mais sur des films soit thématiques ou qualitatifs. Donc, 185 films à réessai programmés. Les scolaires aussi sont une grande part de notre activité puisqu'on a à peu près plus de 11 000 entrées, entre 10 000 et 11 000 entrées par an. Et plus de 40 000 spectateurs sont venus sur des films à réessai. Donc, ces 3 cinémas représentent plus de 300 films programmés par an, plus de 6 055 séances. Et ce qui a généré en 2019, à savoir que c'était une année forte et exceptionnelle quand même, puisque c'était une très bonne année. Donc 163 000 spectateurs. Voilà, donc c'est une moyenne de 3 000 entrées par semaine. En 2019. En 2019, bien entendu. Mais on préfère vous donner ces références de chiffres, puisqu'en fait, ils reflètent un peu tout notre travail depuis 10 ans. Vous parlez de 2020, les chiffres 2020, c'est pas représentatif de ce qui était jusqu'alors. L'action culturelle sur le bassin albervillois, c'est donc une animation, des événements qui sont vraiment indispensables à la vie de nos salles et à la mobilisation des publics. On s'efforce de défendre un cinéma de qualité, ouvert sur le monde et riche, qui permettent aussi des émotions, de la rencontre. Donc, chaque année, on porte plus de 400
voilà, plus de 400 actions. C'est plus de deux événements par jour, on va dire. En moyenne, c'est vraiment très récurrent entre voilà, des ciné-bouts de chou pour les tout petits de 2 ans ou des soirées événementielles, des rencontres. Il y a de quoi faire pour notre bassin et la population environnante. Donc, ce sont 21 800 spectateurs qu'on accompagne en moyenne chaque année et 150 films soutenus. Là, en bref, je vous présente tout ce qui génère l'action culturelle, donc les séances exceptionnelles. Parmi ces vingtaines de projections qu'on fait dans l'année, il y a bien sûr 10 à 15 rencontres avec des professionnels du cinéma, que ce soit les réalisateurs, les acteurs, ou parfois on a pu accueillir aussi des producteurs ou décorateurs. Depuis de nombreuses années, on vous propose aussi le Festival Télérama avec des projections à voir ou à revoir et dans le cadre desquelles aussi on peut accueillir ou faire des soirées événementielles. Les Tessinés, ça fait plus de 15 ans qu'on met cette action en place qui a notamment fait des petits chez le théâtre et la médiathèque. Donc pour nous, c'est 10 projections par an avec 10 films programmés, ce qui représente un peu plus de 500 spectateurs. Et on fait depuis quelques années, là, depuis que le numérique nous le permet, des projections. Alors, ce n'est pas en direct, parce qu'on n'a pas les moyens techniques, malheureusement, de le faire en direct, mais ce sont des retransmissions enregistrées d'opéras ou de concerts filmés et encore d'expositions, comme vous aviez pu le découvrir à l'automne, peut-être, avec l'exposition sur Léonard de Vinci. C'est aussi justement là un partenariat avec le réseau Lever l'Ancre et la médiathèque dans le cadre du ce qu'on appelle nous le passeur d'images. Alors passeur d'images, c'est un dispositif qui est plus directement lié à la ville d'Albertville et qui nous permet aussi de travailler avec les publics en difficulté d'accès au cinéma, donc que ce soit en partenariat avec le réseau Lever l'Ancre ou encore la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, plusieurs actions sont menées dans ce cadre-là, ainsi que les séances en plein air ou écran ouvert, qui là est ouvert justement à tout le territoire arlysaire. Après, on a développé là depuis 2 ans le festival Télérama Enfants et il y a tout le pan de ce qui est entre dispositifs scolaires, éducation aux images et programmation jeunesse. C'est une grosse partie de notre travail d'action culturelle. Vous le voyez aussi avec un certain nombre d'entrées que ça génère et surtout beaucoup de propositions diverses et variées, d'ateliers, de création de plein de moments aussi de convivialité autour de ces propositions. Et puis, de temps en temps aussi, il nous arrive de faire des expositions ou de proposer des séances en avant-première. Alors, nos problématiques, elles sont les problématiques récurrentes qu'on peut évoquer souvent dans nos réunions d'assemblée générale. Des fois, on peut trouver que peut-être on se répète, mais voilà, comme elles sont là, on en parle. Donc, nous, on a beaucoup de difficultés, on a des difficultés d'accès aux films en sortie nationale. On pourrait croire qu'effectivement l'offre paraît suffisante, mais en fait, on a d'énormes pressions de la part des distributeurs qui vont nous demander... Alors là, en ce moment, ils se sont calmés parce qu'ils ont vu que le contexte était tellement compliqué que voilà, c'est un peu différent. Mais cet été encore, par exemple, il y avait des petits distributeurs qui me demandaient 14 séances sur une toute petite sortie. Et moi, je leur disais, mais je ne peux pas, j'ai 50% de séances en moins, T-Net, je ne fais que 10 séances. Donc, on est obligé de négocier en permanence. Et pour avoir les sorties nationales, on nous met beaucoup de pression. Il est arrivé jusqu'à ce qu'on nous demande, de la part de Disney, par exemple, jusqu'à 28 séances sur la semaine. Donc, autant vous dire que la diversité, quand on propose 28 séances d'un seul et même film, elle n'est plus là. Donc, c'est vrai que nous, c'est notre bagarre, c'est de pouvoir continuer à faire des choses de manière raisonnable sans que les distributeurs nous mettent trop de pression. Chaque semaine, toutes les 3 semaines, on essaye aussi de dialoguer là-dessus parce que c'est vrai que ça met en difficulté à la fois la diversité des propositions qu'on peut faire et surtout, nous, ça nous contraint vraiment de manière forte par rapport
au public. Et des fois, il se peut que le distributeur nous refuse une sortie de film. Il y a eu 2-3 fois où des films nous sont refusés parce qu'on ne met pas assez de séances. Ou alors, contraire, on n'a vraiment pas assez d'écran pour mettre ce que la population attendrait. Il y a un manque d'écran, tout ça. Et du coup, ce manque d'écran ne nous permet pas d'entrer des films qu'on nous propose en sortie. Donc, les deux situations sont là. C'est soit on a trop de pression, on nous demande trop de séances, et dans ce cas-là, des fois, on ne peut pas rentrer des films. Donc, on vise au mieux celui qui sera peut-être le plus mobilisateur quand c'est un film grand public, même sur les films à essai. C'est difficile, et c'est d'autant plus difficile qu'avant, on avait vraiment une visibilité sur les films, et que là, de plus en plus, le succès du film est aléatoire et imprévisible, parce que les comportements des publics aussi changent. Donc, je pense aussi dans la diversité de ce que consomme le spectateur de manière plus globale. Peut-être que oui, les succès, c'est moins sur des films auxquels on pouvait s'attendre avant ou qu'on avait... Voilà, donc c'est vrai que notre fonctionnement... J'ai une question. Avec le nouveau cinéma, ça va être réglé ce problème avec le nouveau cinéma qui va être mis en place? Et on aura plus d'écran normalement. Voilà, là, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. C'est une partie en fait de notre problématique, c'est-à-dire que nous, quand on a repris le Dôme Gambetta, c'était bien pour maintenir l'offre de films sur le territoire. Oui. Si on avait dit bah non, on rachète pas ce fonds de commerce et on a un écran en moins, ça fragilisait complètement le travail qui est fait aujourd'hui. On n'aurait pas pu rentrer de films grand public au Gambetta en partage avec le Chantecler. Donc, on aurait vraiment amoindri la proposition. Et donc, une partie des problématiques va être réglée avec l'arrivée d'un complexe. Je suis étonné de cette offensive des distributeurs. Je ne m'en serais pas douté, on va dire, qui vous impose tant de séances à l'ère du numérique. Je me disais que peu importe ce que vous proposez comme séance, ça, c'est quelque chose que j'apprends. C'est étonnant. Oui, c'est vrai que le spectateur qui vient en salle, il ne s'imagine jamais ces contraintes techniques. Et moi, j'en discute souvent avec les uns et les autres. Et en fait, on s'aperçoit que les exploitants de cinéma, on est assez contraints par notre fonctionnement et notamment nos relations distributeurs. Moi, des fois, quand on me dit « Ah, mais c'est pas normal, tu peux pas choisir ton nombre de séances, etc. » Je dis « Bah oui, c'est un contrat qu'on passe avec le distributeur et en plus, on a des engagements sur la durée, en plus du nombre de séances. Donc, ça veut dire que si on dit je l'ai en sortie nationale, parce qu'en fait, la sortie nationale, c'est aussi, on le sait, notamment sur les films populaires, mais même sur un film à réessai porteur, la sortie nationale, c'est ce qui va nous générer le plus d'entrées. Si on le sort 3 semaines après, les gens, ils auront déjà passé à autre chose. Donc, on a une grosse déperdition si on n'est pas sur les sorties nationales. C'est aussi pour ça qu'on tente d'avoir quand même des propositions aux sorties nationales afin de tenir notre équilibre économique. Et c'est vrai que les distributeurs aussi, nous, on s'engage sur la durée. Donc là, par exemple, ce qui va se passer à Noël, c'est que comme on a été complètement arrêté en plein milieu de certaines programmations, on est dans l'obligation de reprendre tous les films qu'on avait déjà à l'affiche. Donc là, c'est pour ça que en ce moment, c'est un jeu un peu complexe puisqu'il faut rentrer quand même des nouveautés, mais en même temps continuer ce qu'on avait arrêté en plein vol. Bon, voilà. Et puis, oui. Oh non, pas facile. Vous nous entendez? Oui, on entend. Ce que je voulais dire, juste à ce stade-là, avant de passer peut-être sur l'aspect projet cinéma, et je pense que mes collègues qui sont à côté de moi ce soir à Albertville partagent cette opinion, c'est qu'on a une chance inouïe. Et quand je dis une chance inouïe, c'est sincère et je pense tout à fait d'avoir une structure comme les Amis du cinéma sur notre territoire. Parce que quand tout à l'heure on voyait toutes les actions que vous menez en dehors de la diffusion propre sur les écrans, tout le travail d'animation qui est fait, je me disais qu'on aurait une structure privée, alors je n'ai rien contre le privé,
mais je pense qu'on n'aurait pas cette diversité que vous pouvez offrir depuis tant d'années. Et je pense que c'est un bien précieux qu'il faut bien sûr que les élus doivent au maximum soutenir et encourager. Parce que quand on est de l'extérieur, on n'a pas forcément tous ces éléments-là. Et quand on a eu la chance tout à l'heure de voir tout ce que vous proposez comme animation, etc., je pense que c'est capital. Hein. Les collègues qui sont à côté de moi, ils étaient comme moi, même si on connaît déjà bien la structure et le fonctionnement. Franchement, on s'est dit qu'on avait une chance inouïe sur le territoire d'avoir une structure comme les Amis du cinéma. Voilà. Bien, après, on en était déjà conscient, mais ça nous a confirmé dans notre opinion. Les chiffres n'ont fait que effectivement accentuer ce sentiment. Et c'est vrai que c'est remarquable, ces actions culturelles menées aussi bien vers les plus jeunes que les plus âgés, comme vous disiez, de 2 à 102 ans, avec beaucoup d'humour. Mais bon, je note que les scolaires, enfin, c'est une part extrêmement importante de cette action culturelle et ça a un rôle, enfin, moi je trouve que c'est un rôle éducatif voilà, dont le territoire ne peut que se louer, sincèrement. Oui, je vous remets la diapo, vous le voyez. Donc, il y a le nombre de projections, 189 projections, mais il y a aussi tout le travail qu'on fait sur le terrain, donc 167 heures d'intervention auprès de 2200 élèves. Donc là, c'est des territoires en plus qui sont vraiment assez larges. On se déplace sur le territoire à l'Isère. C'est cette diapo que vous avez vraiment impressionné. Oui, tout à fait. Oui, après, c'est ce que je disais aussi, hein, c'est un travail qui s'est développé sur 20 ans. Moi, j'ai commencé par là, par ce biais, et j'étais toute seule. Et puis après, on a vraiment développé toutes ces actions petit à petit aussi. Hein, sur 20 ans, il y a de quoi faire. Et puis, ouais, et puis maintenant, ça prend une belle forme. Et quand je parle avec humour des publics de 2 à 102 ans, c'est parce que vraiment sur les ciné-bout-de-chou, on accueille des tout petits à partir de 2 ans, pas en dessous, parce qu'en dessous, ils sont vraiment trop petits. Il faut quand même qu'ils aient terminé tout ce qui est développement moteur, sensoriel. Et 102 ans, parce qu'une fois, j'ai accueilli une centenaire qui descendait de Flumet pour un Tessiné. Donc voilà, je me suis permis. Alors, Mélanie, je ne voudrais pas paraphraser mes collègues, mais évidemment, on est ébahi de la largeur de la palette et de la qualité de l'offre. Et on rajoute en plus que vous savez ne pas être élitiste ou vous savez être élitiste de la bonne façon, c'est-à-dire avec une haute exigence pour tout le monde. Et ça, c'est absolument super. Moi, ce qui me paraît intéressant, malgré tout, parce qu'il faut quand même non pas seulement vous féliciter, c'est d'envisager l'avenir. Et la question que je poserais, c'est est-ce que vous avez fait une étude, puisque on est à l'heure actuelle dans 2 phénomènes. Il y a un phénomène conjoncturel qui est la Covid, et il y a un phénomène structurel qui est le changement d'un certain nombre d'habitudes de consommation, voire de distribution, tu le sais bien, et notamment sur un certain nombre de films américains qui se profilent à l'horizon. Est-ce que vous avez fait une étude sur justement les tendances à long terme qui se profilent, puisque malheureusement, sur ce paysage extraordinaire que vous nous décrivez, elles ne peuvent qu'avoir un impact. Oui. Parce qu'on en a parlé il y a 10 jours avec Mélanie au PGE. Ok, je note la question. Je vais juste finir un petit peu et si ça ne gêne pas, je reviens sur ce point. Puisque après, je pense qu'il peut ouvrir les discussions aussi. Ça vous va? Oui, bien sûr. Ça convient? Donc, effectivement, après, là, je reviens un petit peu sur nos problématiques qu'on a constatées depuis plusieurs années. C'était aussi l'inadaptation de nos équipements face à la modernisation du parc des salles en France et notamment dans les villes moyennes et notamment aussi par rapport aux attentes des spectateurs. Donc, on a une fuite qui est constatée là depuis quelques années des publics qui vont sur les grandes agglomérations annéciennes et chambériennes, tant sur des programmations à essai que sur les films grand public.
Donc, l'évolution de notre fréquentation sur 10 ans, je trouve que c'est intéressant de vous la montrer dans le sens où on voit que nous, sur notre bassin, on est plutôt à suivre positivement, voire au-dessus parfois la courbe nationale. Donc, la courbe nationale, elle est ici. On vous a mis 2020 avec la chute vertigineuse. Ici, vous avez le Dôme Cinéma, en bleu, le Chantecler. Donc, c'est vraiment le poste phare qui permet l'équilibre économique sur le bassin. La courbe jaune, c'est le total des deux cinémas, donc Chantecler et Dôme. Et puis après, en violet, vient s'ajouter le Gambetta qu'on a repris donc en 2013. Voilà. Enfin, 2012, mais avec les chiffres, on a mis à partir de 2013. Donc, nous, ce qu'on avait constaté, c'est que le Gambetta, vous aviez vu, c'est une salle qui était tout à fait très, très vieillissante et qu'on avait déjà une tendance qui allait vers un public qui allait de moins en moins sur cette salle. Et notamment, là, c'était un peu flagrant puisque en 2019, où on était sur une très bonne année, là, ça chute encore et encore. Et on a quand même beaucoup de spectateurs qui se plaignaient, voire qui repartaient de cette salle. Voilà, donc pour nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif du fonds de commerce, c'était une vocation du rachat du fonds de commerce du Gambetta, c'était une vocation temporaire dans le sens où on s'est attaché à maintenir l'offre de films et l'équilibre de programmation sur le bassin de Bervillois. Donc, suite à ça, là, on a un peu refait l'état des lieux en 2019 auprès justement d'Arlisère pour redire pourquoi c'était important d'avoir un nouvel outil, un nouvel équipement cinéma de proximité. Donc, s'entend par cinéma de proximité un outil de 5 ou 6 écrans, mais qui reste un cinéma, c'est pas un multiplex que nous, on suggère d'installer. C'est pas nous qui allons tout définir ni décider. Donc, nous, on fait des suggestions et on évoque en tant que professionnels les nécessités, les besoins, les problématiques. C'est vraiment un cinéma de proximité en tant que lieu de vie, comme il s'en pense et qu'il s'en est fait plusieurs sur les villes moyennes, donc de 5-6 écrans avec un véritable endroit pour que les gens n'aillent pas seulement au cinéma, mais s'approprient ces lieux. Donc, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de bureau, de salle de réunion, ni de lieu de stockage de matériel, ni au Gambetta, ni au Dôme. Donc là, je vous parle plutôt de l'état des lieux sur Albertville. Les programmations de films, donc on l'a évoqué avec le problème d'accessibilité aux films et la fuite des publics. Et puis ça, on avait constaté un mécontentement aussi d'un certain... Voilà. Après, c'est apprendre peut-être à relativiser le mécontentement des spectateurs, mais c'est un signe aussi. Donc, on le notifie. C'est vrai que c'est des choses qui aussi sont facilitées, notamment par les réseaux sociaux, où les gens vont peut-être plus facilement se plaindre qu'il y a 15 ans. Mais cela dit, on a aussi des retours en caisse directement auprès des collègues. Donc, c'est pour ça qu'on le notifie. Au niveau technique aussi, nos salles, là, elles sont très, très vieillissantes. Le Dôme, en 2023, il y aura 30 ans sans rénovation. Les fauteuils commencent un peu comme c'était le cas au Gambetta, à battre du battant, pas de l'aile, mais du battant. Et puis, on est aussi sur des problématiques où quand on reçoit des gens, quand on fait des... Là, l'idée, par exemple, de faire intervenir des réalisateurs sur des rendez-vous Skype ou autres, on a vraiment des soucis aussi sur les nouvelles pratiques ou les diffusions live au niveau technique. On n'a pas tout ce qui permet d'être fait à l'heure actuelle. Voilà. Sur l'accueil des publics aussi, on a des lieux qui sont totalement inadaptés pour les personnes, notamment en situation de handicap, ou là, comme on le conçoit aussi sur les seniors ou les tout-petits, quand on a par exemple des assistantes maternelles qui arrivent avec une poussette, 3 enfants, d'aller se garer à l'autre bout de la place ou de ne pas pouvoir se garer devant l'accès du cinéma, c'est compliqué. Et pareil, oui, sur le fait de descendre tous ces escaliers en salle. Les accès, donc, l'accueil du public ne sont pas idéaux. Et
c'est aussi ce qu'on disait aujourd'hui. Je pense que l'attente du spectateur, nous, on vous l'a démontré, vous le reconnaissez, il y a un énorme travail d'animation, mais on se rend compte que les animations elles-mêmes suffisent plus. Il y a une vraie attente du spectateur d'avoir un lieu de rendez-vous, un lieu où on peut aussi se poser pour voilà, pour se connecter à la Wi-Fi, boire un café, peut-être acheter sa place du cinéma pour le lendemain, lire un journal. Enfin, c'est vraiment l'idée d'avoir un lieu de partage social, de détente et aussi culturel. Donc nous, étant donné qu'on ne voit pas venir tout de suite le projet, on s'est donné, donc c'était vraiment au début de l'année 2020, on s'était donné des objectifs parce qu'il nous en fallait. Parce que ça fait voilà, 8 ans qu'on est dans l'attente du projet du complexe. Et donc, dans cette expectative d'un nouveau cinéma albervillois, on est en train de travailler. Donc ça, c'est un travail en cours. Et on avait défini qu'on n'avait pas trop d'autres choix que de se projeter dans un avenir à moyen terme avec un projet culturel qui associerait 3 orientations majeures, donc, sur lesquelles il nous paraît vraiment indispensable d'agir, c'est-à-dire l'identité de nos lieux, de recréer un petit peu des lieux de vie, notamment sur les accueils et les halls, et surtout de travailler sur l'accueil des publics. Donc ça, c'est un petit peu les phases vers lesquelles on va. Je pense que ce sont des axes aussi qui nous projettent vers l'avenir du complexe, c'est-à-dire que ça va tout à fait dans le sens... s'il sort dans 5 ans, ça ira tout à fait dans ce sens-là et ça nous permettra une transition aussi pour l'équipe salariée, comme pour les bénévoles, ainsi que pour les spectateurs. Et puis, à travers ce projet qu'on vous présentera dès qu'on en aura fini la rédaction, puisqu'on l'a commencé en début d'année et puis ça s'est fait de manière un peu hachée. Derrière ça, il y a aussi l'idée... qu'on travaille ensemble sur le champ de Clair, parce qu'on l'a dit, c'est un poste phare. Et pour moi, l'arrivée d'un complexe, elle doit aussi se préparer à travers le champ de Clair. Et il ne faut pas que le cinéma champ de Clair soit... ça reste un des cinémas avec l'une des plus belles salles du département. Et donc, je pense qu'il faut lui redonner un peu de force et de prestance avant l'arrivée d'un complexe, afin que derrière, forcément, il y aura une déperdition en termes de fréquentation, mais afin de l'amoindrir et de ne pas non plus faire que cette salle soit... Voilà, qu'elle reste un bel établissement dans lequel les gens et les jeunes et tout le monde aient envie de venir voir des films sur le plus grand écran du département. Donc l'idée, c'est de renforcer d'une part l'identité de nos salles, donc ça on y travaille avec des nouveaux logos et surtout de faire un nouveau site internet pour les cinémas du bassin albervillois, puisque notre site, il a été fait au tout début des sites internet et il est pas, on l'a fait évoluer en mettant en place effectivement de la billetterie et de la vente en ligne, ce qui marche un petit peu. Mais par contre, il n'est pas responsive. Donc voilà, là, ça va changer d'ici quelques mois. Responsive quand même. Responsive, ça veut dire que en fait, le site s'adapte à tous les supports, que ce soit sur un ordiphone ou une tablette ou un écran de téléphone. Voilà, dans les objectifs, c'est faire perdurer le fonctionnement de ces équipes, de tous les équipements que vous nous confiez, ne pas perdre bien sûr le potentiel de fréquentation ou en tout cas de le maintenir au maximum. Et pourquoi? Pour maintenir notre fonds de soutien, la TSA, que je vous ai évoqué tout à l'heure dans la répartition du prix du billet, pour nous permettent de justement faire des investissements techniques nécessaires, puisque là, on a aussi un parc de projecteurs vieillissant. On est passé au numérique. Donc, il faut savoir qu'à l'époque du 35, un projecteur, il pouvait durer 30 ans, 35 ans. En numérique, c'est beaucoup plus court. Et là, on arrive quand même On a investi en 2010 sur les équipements numériques.
Et donc là, on va arriver un peu en fin de vie de ces équipements. Donc, il faut vraiment aussi qu'on garde de ce fonds de soutien ou qu'on en génère pour réinvestir et sur la technique et sur des aménagements ou de la rénovation, comme on a pu le faire. Par exemple, je vous ai mis les 3 photos là, du Gambetta. Donc, au Gambetta, c'était sur ce fonds de soutien. On a pris 60 000 € sur un fonds propre qui nous appartenait, mais qui était donc une épargne au CNC. C'est pas, Et donc, cette épargne, après, on peut l'utiliser sur déclenchement, voilà, sur facturation, présente les factures de travaux et ça nous permet d'avoir un soutien important. Donc, ça prend en charge à 90% le montant des travaux. C'est une spécificité française. Tout à fait. Je vais répondre maintenant à la question d'Éric Rousseau. Donc, il faut savoir qu'actuellement, on est en pleine crise. Donc, l'étude sur les tendances à long terme, on n'en est pas du tout encore à l'étude. Je pense qu'actuellement, on est en plein remous, en fait, et que les distributeurs ne savent même pas trop comment s'y prendre puisqu'ils font des essais eux-mêmes. On voit Warner qui a annoncé que toute l'année 2021, à titre exceptionnel, dans le cadre du Covid, nous disent-ils, ils sortiraient toutes ces sorties en simultané en salle de cinéma et sur plateforme. Donc ça, c'est vraiment des tendances complètement nouvelles qui sont complètement, effectivement, c'est quelque chose qui nous bouleverse, c'est conjoncturel. Et pour l'instant, la visibilité sur les conséquences et les tendances qui vont se profiler à l'avenir, elle n'est pas claire. Parce qu'il y en a qui se positionnent comme ça, et il y en a d'autres qui se positionnent à la hâte en disant moi, je vends vite mon film là. Il y avait un film qui sortait au mois de novembre, mais ça s'est fait plusieurs fois, là, qui est vendu chez Canal+. C'est un petit distributeur qui s'appelle Pyramide. Bon, là, il le fait parce qu'économiquement, il ne tient pas. Et il a engagé tous les frais pour la sortie du film, la publicité du film, etc. Et voilà, donc il y a des enjeux là qu'on ne peut pas tout mesurer. Alors, est-ce qu'on peut dire sur le... Après, je pense aussi qu'il va y avoir une régulation parce que là, il y a une dimension aussi internationale. Aux États-Unis, il y aura peut-être une tendance assez forte à consommer. Là, pour le coup, j'appelle ça de la consommation. En tout cas, avoir des films sur des plateformes qui sera peut-être plus forte aussi qu'en France. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a sur les 74 sorties prévues annuelles de films en salle, il y en a eu que aux États-Unis, pardon, il y en a eu que 14 qui ont été directement sur les plateformes. Donc, je pense qu'il y a aussi, il y a certes un changement des publics. Il faut, voilà, ce qu'on peut se dire en l'état actuel des choses, c'est que 2019, c'était une année très forte pour le cinéma. Qu'en 2019, excepté Disney qui vient d'arriver, il existait déjà les plateformes Netflix, Orange, etc. Amazon. Donc, moi, je dirais qu'il faut quand même qu'on se laisse un peu de temps pour pouvoir faire les analyses. Là, on est en plein dedans dans la tempête. Je parlais de 2 contraintes. La contrainte donc conjoncturelle et celle qui est structurelle sur laquelle vous n'avez pas effectivement beaucoup de poids à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas suffisamment de visibilité. Mais sur la contrainte conjoncturelle de la Covid, vous avez très bien réagi. La toile, c'est un système qui m'a paru, pour ma part, tout à fait opportun. Est-ce que ça a marché ou pas ? C'est très relatif et ça touche, ça marche quand même assez peu. Ça va toucher plutôt notre public qui est sensible, oui, au ciné, enfin, un public habitué, sensible à nos actions, qui nous suit, quoi, à réessai peut-être. Le public qui nous soutient, quoi. Ouais, c'est pas des choses qui génèrent des recettes du tout, donc. Il y a une part quand même qui revient au cinéma, mais... Oui, mais c'est tellement peu que, en fait, nous, c'est plus... nous, enfin, après, c'est un support qui existait déjà, que du coup, beaucoup de salles de cinéma se sont emparées. Et c'est vrai que comme nous, on a plusieurs produits, mais ça reste le seul produit qu'on vend, c'est quand même du film.
Donc, on peut pas dire, bah, venez faire. Je peux pas faire du click and collect pour vendre des pots de confiture ou autre. Donc, c'est vrai que c'était aussi un moyen de montrer que, bah, on existe et on continue d'exister et pouvoir continuer à défendre ce qu'on a fait jusque-là. Donc, c'est plutôt un moyen de visibilité, de montrer qu'on est là et qu'on attend le spectateur et qu'on souhaite qu'il revienne nous voir prochainement. Après, dans les dernières petites... Enfin, c'est vraiment compliqué, hein, mais dans les dernières études ou statistiques qui sont apparues, c'est qu'en France, en tout cas, on a une vraie appétence pour le cinéma en salle. Quel sera le potentiel de retour? C'est sûr que sur 2021, on ne pourra jamais prévoir un budget prévisionnel comme on le fait habituellement. C'est sûr que 2021 restera une année difficile, dans le sens où même si là, enfin nous l'enjeu, il va être demain en fait. Demain soir, si on nous dit vous réouvrez pas, ça va être très 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 violent. Je pense que c'est la meilleure période pour repartir et pour rebondir. On l'a vu déjà au mois d'octobre, il y avait vraiment une reprise qui s'amorçait. On n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette reprise et on se dit que là, c'était un mode de confinement qui était différent et que les gens, ils n'ont pas trop perdu de vue un peu ce qui s'est passé au mois d'octobre. Donc, on peut espérer une reprise, si on réouvre au 15 décembre, une reprise qui soit plus dynamique que celle du mois de juillet. Et surtout, c'est la période phare de l'année. Donc, ça veut dire que c'est le rendez-vous où même un public qui est occasionnel revient au cinéma. C'est une fois par an, c'est au minimum à Noël. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est la bonne période pour relancer la dynamique. Après, si on est sur un mode, là, je ne sais pas trop, d'arrêt et de réouverture sans arrêt, nous, ça va être difficile de tenir. C'est comme je vous le disais, c'est pas que l'exploitant qui remet en route les projecteurs, c'est aussi toute la chaîne économique, le distributeur qui doit placer son film vis-à-vis des autres distributeurs. Donc, le calendrier des sorties, c'est très compliqué avant que ça se mette en place. Là, pendant 2 semaines, en fait, les distributeurs, ils se sont un peu bagarrés sur les dates de ce qui sortirait à Noël, quoi. Donc, en plus, après, il y a la promotion du film et c'est vrai que c'est un peu long. Donc, ce n'est pas une dynamique très évidente à remettre en route. Voilà. On a une question là, oui, Sophie Liban. Oui, juste par rapport à la période potentielle de reprise que représente la fin d'année, c'est aussi lié à la programmation, enfin en tout cas à la sortie de films qui soient porteurs d'un point de vue sortie familiale. Enfin, ce que tu évoquais, la sortie familiale pour Noël, tout le monde va au cinéma, ça suppose quand même qu'il y ait des films adéquates, enfin pour la. Voilà. Et donc, la difficulté que tu évoquais, c'est-à-dire la reprogrammation des films qui étaient en cours en octobre, enfin fin octobre, et les réticences pour les distributeurs en termes de sortie, enfin, ou les bagarres en tout cas entre distributeurs en termes de sortie, est-ce qu'il y aura des propositions suffisamment attractives pour relancer la dynamique, quoi? Alors, là, c'est ce qu'on vit depuis la réouverture du mois de juillet, c'est-à-dire que 3-4 semaines avant les réouvertures, on se dit « Ah oui, il va y avoir ça va être super ». Et puis finalement, tout bouge et dans le mouvement, oui, il y a des pertes, mais en même temps, l'offre de Noël devrait être suffisante si on nous permet de réouvrir au 15. Dans le sens où on avait quand même des belles choses comme le film Adieu les cons qui marchait quand même assez fort. Des belles propositions aussi au mois d'octobre sur un film comme Calamity Jane ou des belles choses pour les publics jeunes, familles, et qu'il y aura des nouvelles propositions. Après, par exemple, un film comme Les Tuches 4, qui était le film populaire qu'on attendait en fin d'année, puisqu'en plus il se passe à Noël, Pathé a décidé que Noël se ferait au mois de février. Voilà, donc nous, là, on ne peut rien. J'aurais une question. Oui. Oui. C'est concernant
concernant ça, j'ai perdu le fil parce que j'ai dit faut que j'y pense. Ah, le rétrociné, vous avez mis en place. Personnellement, je trouve que c'est une bonne initiative. Ça a bien fonctionné ou pas? Par rapport au contexte, on peut dire qu'on était assez satisfait de la fréquentation. En moyenne, il y avait 20 ou 30 personnes par séance. Donc, c'était plutôt très, très beau puisque sur toute la période où on l'a mis en place, il y avait des fois des séances où il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde que ça. D'accord. Bon, bah, c'est dommage que ça se fait. Alors maintenant, je comprends peut-être un peu mieux le fait que vous le programmiez qu'une seule fois. Parce que forcément, bah, si ce jour-là, on ne peut pas, bah, on ne peut pas. Donc, il y a 2-3 fois où moi, j'étais déçu. Et bon, je le comprends d'autant mieux avec ce que vous nous avez montré par rapport aux places et à la pression, tout ça. En fait, c'est vraiment un travail qu'on aimerait, par exemple, développer en termes d'éditorialisation, on va dire, de la programmation, de faire des propositions voilà, un peu plus pointues ou un peu différentes. Et là, on a pu le mettre en œuvre depuis ce début d'été jusqu'à l'automne parce que justement, on avait une diminution en fait, de cette pression du distributeur et du coup, on arrivait encore à trouver des petits créneaux. Et après, c'est vrai que ça reste assez difficile. On sent vraiment ce côté, voilà, on va se répéter, mais on manque d'écran pour faire un travail beaucoup plus approfondi et riche. Et c'est dû, comme on l'évoquait tout à l'heure, à cette pression, au nombre de séances, à côté très technique hein, pour le spectateur. Il n'a pas toujours envie d'en... Enfin voilà, c'est pas son intérêt. Lui, il vient au cinéma, c'est pour se détendre et voir les films qu'il a envie de voir ou participer aux propositions, aux événements qu'on peut mettre en place. Donc, je comprends qu'un spectateur ne puisse pas cerner ça. D'autant que, par ailleurs, sur tous les autres écrans, il a accès quasiment à tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est vrai. Donc, nous, on est plutôt sur des propositions de rendez-vous. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que le lieu d'accueil, le lieu cinéma, c'est aussi, il faut qu'il soit conçu comme un lieu de rendez-vous à l'heure d'aujourd'hui. Oui, c'est important, oui. Vous avez raison. Oui. Pardon, je ne sais jamais si on ne pas. Oui, dans des précédentes activités professionnelles, Mélanie, j'ai eu le plaisir de constater combien ce que vous faisiez pour les jeunes publics était extraordinaire, notamment en direction des scolaires. Est-ce qu'il vous semble que vous aviez, dans ce domaine-là, atteint le maximum de ce que vous voulez ou pouvez faire? Ou est-ce qu'il y aurait encore une marge de possibilité en direction des collèges, des lycées, par exemple? Parce que, bon, il y a un rôle que vous jouez qui me paraît extrêmement important sur le bassin et que vous êtes quasiment les seuls à jouer, c'est le rôle de, grâce à la richesse du cinéma mondial, de provocation au débat d'idées. Et vous l'avez fait pour les adultes, vous le faites régulièrement, mais vous le faites aussi pour les élèves. Est-ce que là, il y a une source possible ou est-ce que c'est tellement marginal que ça n'est pas du tout dans vos préoccupations actuelles? Une source possible de revenus éventuels Alors, je ne pense pas aux revenus dans un premier temps, mais à la fabrication de spectateurs qui soient des spectateurs qui puissent prendre le goût à la salle, parce que sinon c'est mort pour cette génération-là. Elle va s'habituer, et elle est en train de le faire, à consommer, comme tu le disais tout à l'heure, sur d'autres écrans. Je pense que là, pour moi, c'est un travail collectif. Voilà, il existe depuis les années 80 à peu près, avec la mise en place des dispositifs nationaux scolaires. Nous, on l'a aussi développé par ailleurs de notre côté en proposant des programmations spécifiquement dédiées à tous les niveaux, de la maternelle au lycée. Le travail d'accompagnement qu'on peut faire sur le terrain, moi, je pense qu'il sera toujours insuffisant parce qu'effectivement, on le voit, en plus, il y a un vrai désir des enseignants, des partenariats, on en a de plus en plus là, ces 2-3 dernières années, où en tout cas, on est assez sollicité à tel point qu'on a missionné aussi une collègue qui travaille en indépendant et qui travaille conjointement avec nous sur certains projets d'éducation à l'image. Donc,
Je pense que c'est vraiment pour moi, c'est un enjeu de société, en fait, d'aller montrer aux jeunes toutes les problématiques, les enjeux qu'il y a derrière les images. Enfin, on le voit, on est dans une société surabondante avec l'image. Le cinéma, c'est aussi prendre le temps du recul, c'est aussi prendre le temps de se poser avec toute forme d'image. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que des grandes images de qualité, mais en tout cas, dans tout le travail d'action culturelle, c'est aussi cette notion effectivement, d'amener les gens à prendre du recul et à se poser, à réfléchir et effectivement, après, d'aller sur des débats, des échanges. Et au niveau des jeunes, je pense que plus on fera d'actions, plus on sèmera de petites germes qui espérons-le, leur permettront à l'âge adulte de se dire ah oui, peut-être que le nez dans l'écran en permanence du petit écran, c'est pas forcément. Moi, j'avais bien aimé. Il y avait une année, il y avait une affiche de la fête du cinéma où on voyait défiler un homme de la préhistoire qui était assez redressé. Puis au fur et à mesure du temps qui passe, le spectateur. Je ne sais pas si vous voyez. Après, si certains d'entre vous sont intéressés, je peux transmettre aussi un petit peu des liens de petites vidéos qui compilent un petit peu tout ce qu'on a fait en tant que projet sur les écoles. Donc ça peut vous permettre un peu d'avoir une visibilité sur ce qu'on peut mettre en œuvre dans les milieux scolaires. Là, on est en train de développer, mes collègues ont des idées aussi par rapport au travelling junior, de faire des propositions un peu pour les plus grands, pour les 10-11 ans, un peu pré-ado. Donc, on est quand même dans ces dynamiques-là. Après, j'avoue qu'on arrive aussi en termes de propositions, de quantité de travail, à des seuils qu'on arrive. Donc, c'est soit on définit des choses qu'on va abandonner. Enfin, on ne peut plus être sur du développement permanent, là. On est plus sur... on réfléchit à comment repositionner peut-être certaines actions et les réorienter vers... Avec le personnel que l'on a. Quoi. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que disait Eric et sur les axes de travail que vous aviez définis, c'est vrai que le fait de proposer des rendez-vous avec le public jeune, donc collégien, lycéen, pour non pas consommer de l'image, mais savoir la lire et l'interpréter, ça me paraît être un enjeu sociétal. Enfin, Tout à fait. C'est fondamental. Formation de l'esprit critique. Voilà. Moi, j'avais espoir quand même au début, tout début, là, que le gouvernement ait pris place. Il y avait quelque chose qui avait l'air de s'orienter là-dessus parce que je me dis que sans le milieu enseignant aussi, on ne peut pas tout seul et qu'il y a vraiment des choses à faire, que ce soit sur leur temps scolaire, mais aussi avec le milieu enseignant. Et c'est vrai que des fois, les dispositifs sont plus ou moins malmenés. On a un peu peur que les enseignants ils se mettent à regarder des films que sur les écrans interactifs des classes ou ce qui se fait déjà. Donc, c'est vrai que je pense qu'on est dans une société de l'image qui s'est complexifiée, qui s'est densifiée. Mais voilà, il faut garder effectivement une dynamique et aller les chercher. C'est le seul moyen. Donc, si on va les chercher à plusieurs ou avec différents partenaires, c'est là où on sera le plus pertinent. Alors, pour l'instant, et d'ailleurs, on est hyper solidaire de vos préoccupations parce qu'on vous sent bien au cœur d'une crise dont on espère qu'elle ne sera pas plus profonde demain soir, effectivement. La première question que je posais, justement, était une réflexion à moyen terme, mais qui me semble nécessaire. Vous savez que le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, s'est doté d'une direction de la transformation. Et cette direction de la transformation, c'est bien qu'il y a quelque chose visiblement à transformer. Et peut-être que eux, notamment, pourraient donner un certain nombre de sources, justement, de pistes de réflexion pour pouvoir, justement,
entre autres, vous conseillez, à moins que vous l'ayez déjà fait? Ben là, je pense que c'est aussi sur des directives et des nouvelles lois qu'ils veulent mettre en place, comme la SMA, donc, que j'évoquais tout à l'heure en début d'intervention, qui est que justement, ce ne soit pas que les plateformes contribuent au financement et aux ressources, en fait. Les droits voisins, ça, oui, bien sûr. Donc, il y a tous ces enjeux-là, en fait, dans cette direction de la transformation. Après, j'ai pas... Nous, c'est vrai que là, ça fait 7 mois qu'on est plus de nez dans le guidon de la crise que de ce qui se passe sur les instances de la direction de la transformation du CNC. Donc, j'irai creuser ça, Eric. Non, mais on peut... Non, mais ouais, je vais voir à quels axes... sur quels axes ils travaillent, si c'est juste ce que j'avais compris, la SMA et d'autres perspectives, ou s'ils voient d'autres choses pour la salle de cinéma. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'infos précises là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Michel. Oui, voilà, je réactive le micro. Donc, c'était pour vous dire que moi, il va falloir que je vous laisse parce que je suis pris par mon emploi du temps. Et en tout cas, je remercie aussi bien l'Association du cinéma que la médiathèque pour leur présentation parce que, particulièrement pour le cinéma, c'était intéressant. Voilà. Merci. Donc, je vais vous laisser. Merci. Merci à vous et bonne soirée. C'est Eugène. C'est Eugène, oui. Oh là C'est là. l'écran. Ils savent communiquer, Eugène. Ils savent communiquer, Eugène. Bravo, Eugène. Hein, le poster. On essaye de faire bien. Hein. Le poster est génial. Ouais. Merci bien. Merci, Michel. À bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On était 13, il me semble-t-il. On en a perdu en route. Non. Combien? On avait 16, je crois. Non 11 avec... Voilà, 11. Oui. Non, mais c'était 13 ans. Bien. Ils sont des carrés de Jocelyn qui proposent sans la valide. Ils sont là. Oui, Fabien. Donc, on va libérer les énergies. Ouais, Jean-Paul, Mélanie, vous voulez intervenir encore? Parce que... On répond aux questions. Si vous avez des questions sur le besoin d'un nouveau cinéma, je pense qu'on a répondu. Oui, je pense que... Je pense que c'est assez complet. Pour 2020, vous le savez, c'est une année exceptionnellement désastreuse, c'est le mot que je vais employer. Ce qu'il faut voir tout de suite, c'est que 2021 ne sera pas facile non plus. Dans le milieu du cinéma, tout le monde s'accorde à dire que ça va être une année compliquée, difficile à repartir. Bon. Moi, j'espère qu'avec les films qui vont sortir, et j'espère qu'on trouvera un vaccin, et j'espère, moi j'ai toujours espoir, et que ça repartira. Je suis positif, restons positifs, allons de l'avant. Donc, nous, on a des projets, on a espoir qu'on sorte de cette crise et qu'on reparte sur un cinéma, et on espère avoir une fréquentation comme en 2019. Comme disait Mélanie, en 2019, on voit que, alors on aurait pu reprendre les courbes, on voit qu'on a eu un sursaut de fréquentation. On voit sur les courbes qu'on a présentées, et au niveau national aussi, qu'on a 2016, 2017, 2018 qui sont en baisse. Au niveau technique, quand on voit qu'il y a 3 points sur une courbe qui baisse, on se pose tout de suite des questions, on dit qu'il faut faire quelque chose. Alors, et là, en 2019, c'est reparti. Donc, on voit qu'il y a une appétence du public pour le cinéma, et je pense qu'elle perdurera malgré les plateformes existantes qui existaient avant 2020. Bon, il y en aura, elles vont se battre, toutes ne pourront pas exister dans le temps, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Donc, moi, j'ai espoir et j'ai confiance. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que en ces temps difficiles, le soutien de nos collectivités de proximité, j'allais venir après. C'est très fort, pas seulement en se disant on va travailler ensemble sur la problématique du déficit 2020 et donc des finances, parce que je pense qu'on sera
à même de trouver des solutions aussi voilà, enfin, j'espère qu'on travaillera ensemble de manière intelligente pour pas non plus surpénaliser, parce qu'on est très conscient aussi que c'est pas que la culture et c'est tous les pans, tous les domaines économiques que vous gérez. Mais moi, ce que je trouve important aussi, c'est que, et je parle en tant que plutôt directrice et au nom d'une équipe aussi salariée, d'avoir le soutien de nos collectivités, c'est très très fort aussi moralement, pour justement continuer d'aller de l'avant, pour pouvoir vous offrir une belle année 2021 et surtout permettre aux spectateurs d'avoir le plaisir de retourner en salle. Et pour ça, je vous sens à nos côtés et je vous en remercie grandement parce qu'on en a besoin. C'est ce que j'allais dire. Je voulais remercier l'Assemblée parce qu'on a eu quand même de très bons retours de la part de chaque élu. Je vous en remercie. Ça fait chaud au cœur quand même. D'accord. Merci Jean-Paul, merci Mélanie. On va vous libérer peut-être, voilà, en vous remerciant de votre participation et soyez assurés de notre soutien et notre soutien, vous en doutiez pas, hein, mais par rapport à nos collègues élus pour effectivement promouvoir et défendre les amis du cinéma dans le dossier important qui va nous occuper, j'espère, en 2021. Prochainement. Voilà. Donc, merci à vous et soyez assurés de notre soutien. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir. Et à très bientôt. Bonne soirée, merci. Juste une petite remarque technique. Mélanie nous a proposé de nous faire partager des petites vidéos sur ce qui a été fait. Est-ce que c'est possible de les mettre sur le portail Arlisère pour qu'on puisse ensuite les récupérer? Sur le compte rendu. Oui. Ce sera sur le compte rendu. D'accord. Merci. Ça, c'est sympa. Vous allez les voir. On a juste un point à voir au niveau en dehors du cinéma avec Fabien, et par rapport aux tarifs d'école de musique. Bon, on vous laisse. Donc, Merci. ça ne vous concerne pas. Voilà. Bonne soirée à tous. Voilà, la proposition de l'équipe de l'école de musique, en ces temps compliqués, donc on parle, donc l'école de musique, ses tarifs fonctionnent sur l'année scolaire. Donc on parle pour la rentrée scolaire 2021-2022. Et la proposition de l'école de musique qui était de maintenir les tarifs de cette année pour l'année prochaine. Pour essayer comment on pourrait dire, d'atténuer le choc de la crise que vont subir beaucoup de familles. Voilà. Sachant qu'on l'avait vu lors du la précédente commission, je vous parle de mémoire, mais grosso modo, les cotisations d'école de musique, de toute façon, entre guillemets, n'entrent que pour 30% de la part de l'élève dans la prise en charge d'un coût d'élève. Donc, ça permet pour des familles d'amoindrir le choc sans que ce soit un très gros choc pour la collectivité finalement. Voilà, donc c'était la proposition de l'équipe. Voilà, très bien. Oui, c'est bien, ok, oui, c'est bien. Oui. D'accord. Je crois que par les temps actuels, je pense qu'à nos communes aussi. Oui, c'est bien. de faire comme ça. Ok, merci.